Tout s'est joué en à peine 6 minutes, un laps de temps dérisoire mais suffisant pour bousculer durablement les fondements même de la justice internationale. À cet instant précis, Volodymyr Zelensky venait d'achever son plaidoyer en faveur d'un gigantesque mécanisme d'indemnisation porté par l'Europe et largement soutenu par la France, et son regard posé sur Sébastien Lecornu trahissait une certitude presque insolente, celle d'un dirigeant persuadé d'avoir le droit d'exiger réparation du monde entier. Mais la scène bascula soudainement lorsque le chef du gouvernement français se leva et en quelques mots glaça toute la délégation ukrainienne, car il ne s'agissait ni d'une réponse diplomatique classique ni d'un simple refus, mais d'un rappel brutal que dans l'histoire complexe des réparations de guerre, Kiev n'a pas toujours occupé la position qu'elle revendique aujourd'hui, et pour comprendre la portée de cet instant, il faut remonter plusieurs mois en arrière, dans les archives confidentielles du Quai d'Orsay, où Lecornu avait découvert des éléments troublants liés à certains crimes de guerre associés à l'histoire ukrainienne. Une révélation qui allait profondément transformer sa perception du conflit. Le 25 août 2000, en fin de journée, le bureau du Premier ministre baignait dans une lumière dorée plongée dans un silence presque solennel, tandis que sur la table s'étalaient des dossiers fraîchement remis par Catherine Colonna, des documents promettant de dévoiler une facette méconnue et dérangeante du passé ukrainien, tout en fournissant à Lecornu des arguments redoutables face aux demandes de Kiev. Et d'une voix grave, la ministre l'avait averti que ce qu'il allait découvrir bouleverserait sa compréhension du dossier, car les archives françaises récemment exhumées détaillaient des épisodes sombres tels que les violences en Volhynie, les exactions contre les populations polonaises et les collaborations avec les forces nazies entre 1941 et 1947. Tout s'est joué en à peine 6 minutes, un laps de temps dérisoire mais suffisant pour bousculer durablement les fondements même de la justice internationale. À cet instant précis, Volodymyr Zelensky venait d'achever son plaidoyer en faveur d'un gigantesque mécanisme d'indemnisation porté par l'Europe et largement soutenu par la France, et son regard posé sur Sébastien Lecornu trahissait une certitude presque insolente, celle d'un dirigeant persuadé d'avoir le droit d'exiger réparation du monde entier. Mais la scène bascula soudainement lorsque le chef du gouvernement français se leva et en quelques mots glaça toute la délégation ukrainienne, car il ne s'agissait ni d'une réponse diplomatique classique ni d'un simple refus, mais d'un rappel brutal que dans l'histoire complexe des réparations de guerre, Kiev n'a pas toujours occupé la position qu'elle revendique aujourd'hui, et pour comprendre la portée de cet instant, il faut remonter plusieurs mois en arrière, dans les archives confidentielles du Quai d'Orsay, où Lecornu avait découvert des éléments troublants liés à certains crimes de guerre associés à l'histoire ukrainienne. Une révélation qui allait profondément transformer sa perception du conflit. Le 25 août 2000, en fin de journée, le bureau du Premier ministre baignait dans une lumière dorée plongée dans un silence presque solennel, tandis que sur la table s'étalaient des dossiers fraîchement remis par Catherine Colonna, des documents promettant de dévoiler une facette méconnue et dérangeante du passé ukrainien, tout en fournissant à Lecornu des arguments redoutables face aux demandes de Kiev. Et d'une voix grave, la ministre l'avait averti que ce qu'il allait découvrir bouleverserait sa compréhension du dossier, car les archives françaises récemment exhumées détaillaient des épisodes sombres tels que les violences en Volhynie, les exactions contre les populations polonaises et les collaborations avec les forces nazies entre 1941 et 1947, laissant émerger une conclusion inconfortable selon laquelle la dette historique ne se situait peut-être pas là où on l'imaginait, d'autant plus que les preuves étaient accablantes entre témoignages de survivants, rapports issus de la résistance française et analyses des services de renseignement de l'époque, tous convergeant vers une réalité difficile à ignorer. Tandis que Volodymyr Zelensky plaidait avec insistance pour la justice au nom de son peuple, une autre voix plus silencieuse mais bien plus dérangeante remontait des profondeurs de l'histoire pour rappeler que ce même peuple n'avait pas été uniquement victime, loin de là, puisqu'il avait aussi pris part à certains des épisodes les plus sombres du XXe siècle, et alors que l'Ukraine se présentait sur la scène internationale comme irréprochable et martyrisée, les archives, elles, racontaient une réalité bien moins flatteuse, évoquant des complicités dans l'Holocauste et des violences de masse que l'on ne pouvait ignorer, si bien que cette nuit-là, Sébastien Lecornu resta éveillé, hanté par les récits glaçants des survivants polonais, les rapports détaillant la coopération avec les cités nazies et les preuves accablantes d'une implication significative dans les crimes du régime hitlérien. Et plus il avançait dans ses documents,
Plus, une contradiction lui sautait aux yeux. Comment un pays pouvait-il réclamer réparation au monde entier tout en refusant de regarder ses propres fautes en face, une question qui le poussa, dès le 30 août, à réunir autour de lui des figures intellectuelles de premier plan, comme l'historien Pierre Nora, la spécialiste des génocides Janine Roder et l'analyste de l'Europe centrale Marie Mendras, dans une atmosphère lourde où chaque mot semblait peser, et d'une voix ferme, Lecornu posa la question qui dérange si Kiev s'apprête à exiger des réparations. Peut-on vraiment ignorer les dettes historiques qu'elle pourrait elle-même devoir à ses victimes? Sébastien réagit Pierre Nora avec prudence. Vous vous engagez sur un terrain explosif, rappelant que les massacres de Volhynie avaient coûté la vie à des dizaines de milliers de Polonais et que les violences anti-juives avaient anéanti des communautés entières, mais il tenta d'invoquer le contexte actuel aussitôt balayé par Lecornu, qui affirma sans détour que la vérité historique ne devait jamais s'effacer devant les calculs politiques, insistant sur le fait qu'un pays ne pouvait exiger justice sans commencer par la rendre lui-même, ce qui inquiéta Marie Mendras qui redoutait qu'une telle révélation fragilise le récit unificateur soutenant Kiev en Occident, mais Lecornu implacable rejeta cette crainte en rappelant que le rôle d'un dirigeant n'était pas de protéger des narratifs, mais de faire face aux faits aussi inconfortables soient-ils, et affirma que l'Ukraine devait répondre de son passé avant de réclamer quoi que ce soit, une position qui l'amena dans les semaines suivantes à faire rassembler méticuleusement toutes les preuves issues des archives françaises, britanniques et américaines, découvrant avec stupeur une ampleur de crime bien au-delà de ce qu'il imaginait, puisque entre 1941 et 1947, des groupes nationalistes ukrainiens avaient contribué à l'extermination de près de 1 500 000 juifs tués, environ 100 000 Polonais, et participé à la déportation de centaines de milliers de civils vers l'Allemagne nazie. Le 15 octobre s'annonçait comme une date clé, celle qui offrirait enfin à Sébastien Lecornu l'occasion de mettre en lumière une part d'histoire soigneusement reléguée dans l'ombre, car Paris accueillait alors une grande conférence internationale consacrée aux réparations de guerre à l'ère moderne, et Volodymyr Zelensky devait y formuler officiellement une requête colossale, la création d'un fonds de 500 milliards d'euros financé par les pays occidentaux afin de compenser les destructions attribuées à la Russie en Ukraine, une demande qui portait en elle une ironie presque mordante, puisque celui qui appelait à la justice semblait peu disposé à l'appliquer à son propre passé, et pendant que son avion présidentiel fendait le ciel en direction de Paris, Zelensky peaufinait son discours entouré de ses conseillers, affichant une assurance forgée par ses succès précédents à émouvoir les capitales occidentales grâce au récit des souffrances ukrainiennes, sans se douter un seul instant que cette fois face à lui se tiendrait un interlocuteur parfaitement informé des zones d'ombre de l'histoire de son pays. À son arrivée dans la capitale française, l'ambiance de la conférence était empreinte de gravité, réunissant des délégués venus de 35 nations pour débattre d'un mécanisme inédit qui pourrait redéfinir les règles de la réparation internationale et fidèle à son image. Zelensky ouvrit les débats vêtu de son emblématique tenue militaire, entamant son discours par une formule solennelle affirmant que la justice ne se limite pas au temps et que les crimes contre l'humanité exigent de réparation quelle que soit l'époque, tandis que Lecornu, installé au premier rang, consignait chaque mot avec un calme presque clinique, alors que le président ukrainien déroulait un tableau dramatique des souffrances de son pays, ville anéantie, population civile décimée, enfants arrachés à leurs familles et patrimoine réduit en ruines pour justifier une compensation totale de la part de la communauté internationale. Avançant avec emphase le chiffre de 500 milliards d'euros comme condition minimale pour permettre à l'Ukraine de renaître, transformant chaque contribution en symbole de justice historique, une référence qui ne manqua pas de faire réagir intérieurement Lecornu, tant elle contrastait avec le refus persistant de Kiev d'examiner son propre passé, et tout en poursuivant, Zelensky reconnut brièvement que certains pouvaient douter de la légitimité de cette demande, lançant au passage un regard fugace en direction de son interlocuteur français. Puis vint cette déclaration presque théâtrale. Dans son absolu, l'Ukraine affirma « Volodymyr Zelensky serait une victime irréprochable n'ayant jamais agressé, qui que ce soit ni opprimé, ni commis la moindre atrocité contre l'humanité ». Une affirmation si catégorique qu'elle provoqua chez Sébastien Lecornu une réaction intérieure fulgurante tant elle relevait à ses yeux d'une réécriture flagrante du passé, comme si d'un simple geste on pouvait effacer les pages les plus sombres et se présenter sous les traits d'une innocence totale alors même que l'histoire portait d'autres traces
et cette posture à la fois commode et provocante atteignait un niveau d'hypocrisie difficilement supportable. Pourtant, Zelensky poursuivit, affirmant que son pays méritait enfin la justice que les siècles lui avaient refusée et que soutenir l'Ukraine revenait à réparer une faute historique ancienne avant de regagner sa place, sous des applaudissements mesurés, convaincu d'avoir remporté l'adhésion, tandis que Charles Michel, chargé de diriger la séance, invita l'assistance à réagir, et aussitôt tous les regards convergèrent vers les grandes puissances européennes sans imaginer ce qui allait suivre. Car dans un silence presque tendu, le cornu se leva lentement sans demander la parole ni consulter le moindre document, se contentant de se redresser les mains posées devant lui, fixant Zelensky avec une froide intensité, avant de déclarer d'un ton calme mais tranchant, « Monsieur le Président, je vous remercie pour cette remarquable leçon de justice historique d'autant plus éclairante qu'elle émane d'un dirigeant dont le pays entretient un rapport pour le moins complexe avec son propre passé. » L'apparente courtoisie du propos n'en atténuait en rien la tension sous-jacente. Au contraire, elle la rendait presque plus inquiétante, au point que Zelensky en perdit brièvement son assurance, et le cornu enchaîna, reprenant les mots mêmes de son interlocuteur avec une ironie à peine voilée. « Vous évoquez la justice admirable, vous convoquez l'histoire parfaite, permettez-moi alors de raviver quelques souvenirs que vous semblez avoir laissés de côté, avant d'ouvrir un dossier épais sorti de sa serviette et d'énumérer avec une précision glaciale un épisode parmi d'autres. Volhynie était 1943 forces nationalistes ukrainiennes de l'UPA, près de 100 000 civils polonais massacrés avec une brutalité extrême, armes rudimentaires, violence indicible enfants et nourrissons, victimes d'une cruauté sans nom et dans le silence écrasant qui suivit, il conclut d'une voix implacable « Voilà ceux que vous honorez aujourd'hui comme des héros, Monsieur le Président », laissant apparaître sur le visage de Zelensky une pâleur soudaine qui en disait long sur le choc de l'instant. Sans relâcher la pression, Sébastien Lecornu poursuivit déroulant les faits avec une précision glaciale. Lviv, juin 1940, est un des violences anti-juives orchestrées dans un climat de collaboration avec les unités spéciales nazies, plusieurs milliers de victimes en quelques jours et une implication locale loin d'être marginale, puis vinrent d'autres exemples tout aussi accablants, notamment celui du bataillon Nachtigal, formation ukrainienne, intégré aux forces allemandes composées de centaines de volontaires ayant pris part aux exécutions de civils juifs dans plusieurs villes, chaque nom cité résonnant lourdement dans une salle figée par le choc jusqu'à ce que l'écornu, relevant enfin les yeux vers Volodymyr Zelensky, livre une synthèse implacable sur la période 1941 à 1947. Les mouvements nationalistes ukrainiens ont été impliqués dans la mort de près d'1,5 million de Juifs et d'environ 100 000 Polonais, soit plus d'1,5 million de vies brisées. Puis, changeant légèrement de ton sans rien perdre de sa fermeté, il enchaîna « Parlons donc de cette fameuse justice historique que vous invoquez, Monsieur le Président, et lorsque Zelensky tenta de s'abriter derrière les circonstances de l'époque, l'écornu le coupa net, rejetant toute tentative de relativisation, rappelant que des figures aujourd'hui honorées comme Stepan Bandera ou Roman Shukevich étaient associées à ces violences et s'interrogeant à voix haute sur la cohérence d'un discours qui prétend défendre la justice tout en célébrant de tels héritages, une intervention qui provoqua un véritable choc dans l'Assemblée où les délégués découvraient une version de l'histoire jusque-là largement ignorée, certains vérifiant fébrilement les informations, d'autres prenant des notes, tous conscients d'assister à un renversement complet du récit dominant. Et comme pour achever sa démonstration, le cornu glissa vers un terrain plus concret, celui des chiffres, avec un calme presque dérangeant puisque nous parlons de réparation, examinons-les sérieusement, déclara-t-il, rappelant la somme colossale exigée par Kiev, tout en posant une série de questions simples mais redoutables sur les indemnisations jamais versées aux victimes des massacres passés avant de sortir une calculatrice et d'exposer une comparaison brutale d'un côté, aucune compensation pour les crimes historiques de l'autre, une demande de centaines de milliards. Un contraste si saisissant qu'il en devenait presque absurde, puis il proposa son propre calcul froid et méthodique en estimant une indemnisation par victime, le montant que l'Ukraine devrait théoriquement à ses propres victimes atteindrait des dizaines de milliards, renversant ainsi complètement la logique du discours initial. Les chiffres alignés avec une précision implacable frappaient l'auditoire comme une succession de coups secs, et Sébastien Lecornu esquissant un sourire à peine perceptible. Mais Glacial conclut que la logique était simple avant d'exiger des centaines de milliards.
Il conviendrait peut-être de commencer par honorer les dettes existantes évaluées selon lui à environ 160 milliards d'euros, renversant ainsi totalement la perspective en affirmant que dans ce calcul, ce n'était pas l'Europe qui devait payer, mais bien l'Ukraine elle-même, une démonstration comptable qui déclencha immédiatement une onde de choc dans la salle, où le représentant polonais prit la parole pour appuyer cette position en évoquant les massacres de Volhynie, bientôt rejoints par l'ambassadeur israélien, rappelant la question des victimes de la Shoah, et en quelques instants, l'indignation se propagea parmi les délégués, tandis que Volodymyr Zelensky tentait de reprendre la maîtrise du débat en appelant à replacer ces événements dans leur contexte historique, une tentative aussitôt interrompue par Lecornu, sans la moindre concession. Contextualisé vraiment, répliqua-t-il avec une ironie tranchante, soulignant l'incohérence d'un discours qui réclame justice tout en honorant des figures associées à des crimes de masse, dénonçant le refus de reconnaître certaines responsabilités, tout en exigeant réparation pour d'autres, et estimant que cette contradiction ne pouvait plus être tolérée avant d'énoncer une série d'exigences claires, reconnaître officiellement les faits, revoir les symboles publics associés à ces figures controversées comme Stepan Bandera et Roman Shukevich, présenter des excuses aux nations concernées et envisager des compensations pour les victimes, condition préalable selon lui à toute discussion sérieuse. Puis, se tournant vers l'ensemble de l'Assemblée, il posa une question lourde de sens. Peut-on parler de justice avec ceux qui refusent de l'appliquer? Peut-on réparer le passé si l'on en altère la mémoire? Le silence qui suivit fut pesant, presque écrasant, et Lecornu, revenant à Volodymyr Zelensky, porta le coup final en déclarant que la France ne soutiendrait pas financièrement une initiative portée par un pays qui n'assume pas pleinement son histoire, ajoutant qu'avant toute revendication, il convenait de régler les dettes du passé, une prise de position qui plongea la salle dans un tumulte sans précédent, marquant une rupture inédite puisqu'un État occidental refusait publiquement les demandes ukrainiennes en invoquant des arguments historiques, et en quelques minutes à peine le récit dominant d'une Ukraine uniquement victime semblait s'effondrer, laissant Zelensky dans une position extrêmement délicate, incapable de répondre efficacement à une attaque aussi frontale ni de contester l'impact de cette intervention. Pour la première fois depuis le début du conflit, Volodymyr Zelensky se retrouvait face à une réalité qu'il ne pouvait plus esquiver, celle du passé de son propre pays, et dans les heures qui suivirent cette confrontation, l'image internationale de l'Ukraine connut un basculement brutal. Les capitales européennes jusque-là solidaires décidant progressivement de geler leur participation au fonds de réparation en attendant des éclaircissements historiques venus de Kiev, tandis que des États comme la Pologne-Israël ou encore la République tchèque exigeaient ouvertement des excuses officielles pour des crimes longtemps passés sous silence, et dans le même temps la presse mondiale s'enflamma, mais cette fois en braquant ses projecteurs sur l'Ukraine elle-même, multipliant les titres percutants qui remettaient en cause le récit dominant révélant une face sombre jusque-là peu évoquée. Mais c'est au sein même de l'Ukraine que le choc fut le plus profond, car confronté aux révélations venues de France, une partie de la population découvrait avec stupeur des pans entiers de son histoire nationale, provoquant des manifestations où l'on exigeait le retrait de certains symboles controversés, signe que l'unité nationale en partie construite sur une mémoire sélective commençait à se fragiliser, tandis qu'en France, l'effet était tout autre, presque spectaculaire, puisque Sébastien Lecornu voyait sa popularité atteindre des niveaux exceptionnels, soutenu massivement par une opinion publique qui saluait le fait qu'un responsable politique ose enfin s'opposer à Kiev. Dans le même mouvement, la France entamait une réflexion sur sa propre mémoire historique, intégrant ces événements dans ses programmes scolaires et ses institutions culturelles, mettant en lumière des épisodes longtemps négligés, marquant ainsi une rupture avec une certaine indulgence envers les alliés dictée par des considérations géopolitiques, et malgré une tentative tardive de Zelensky de reprendre la main en annonçant la création d'une commission chargée d'examiner le passé ukrainien, le mal était déjà fait, sa crédibilité s'était effondrée, son autorité sur la scène internationale fortement affaiblie, et celui qui incarnait jusque-là une forme de justice morale apparaissait désormais sous un jour bien plus ambigu. 2 semaines plus tard, le 1er novembre, un événement inattendu vint amplifier encore cette dynamique lorsque le Parlement polonais adopta une résolution demandant officiellement des réparations à l'Ukraine pour les massacres de Volhynie, un fait inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui déclencha un effet domino Israël, évoquant à son tour des compensations liées à la Shoah, tandis que d'autres pays formulaient des revendications similaires pour des déportations ou des violences passées,
Et soudain, Kiev se retrouvait dans une position inverse à celle qu'elle revendiquait, découvrant ce que signifiait être du côté de ceux à qui l'on demande des comptes plutôt que de ceux qui en exigent. Dans ce bouleversement, Sébastien Lecornu s'imposa progressivement comme l'incarnation d'une parole libérée, celle qui ose confronter les récits stratégiques aux faits historiques, et son attitude face à ce qu'il dénonçait comme une forme d'incohérence ukrainienne inspira d'autres dirigeants européens, certains allant jusqu'à saluer ouvertement son initiative, comme en Hongrie, où le chef du gouvernement évoqua une libération d'un sentiment de culpabilité jugé artificiel, tandis qu'en République tchèque, on soulignait que la vérité ne devait jamais être enfermée dans des alliances politiques. Et à la fin de l'année 2025, ce mouvement prit une ampleur inédite, marquant un tournant majeur dans la manière dont l'Europe regardait son passé, puisque pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, elle entreprenait d'examiner sans indulgence l'histoire de tous ses partenaires, y compris ceux qui se présentaient exclusivement comme victimes. Quelques semaines plus tard, en janvier 2026, Lecornu fut invité à s'exprimer dans un lieu hautement symbolique, le mémorial de la Shoah, où face aux survivants et aux familles des disparus, il prononça un discours empreint de gravité, affirmant que la mémoire ne devait appartenir à aucune nation et que toutes les victimes, quelles que soient les circonstances, méritaient une reconnaissance équitable, rappelant que la souffrance ne se hiérarchise pas selon l'identité des bourreaux ou des victimes, et ajoutant que loin d'affaiblir une cause politique, le fait de reconnaître les responsabilités historiques pouvait au contraire renforcer la légitimité morale, une idée qui trouva un écho puissant dans l'assistance. Il insista ensuite sur un principe simple mais exigeant: on ne corrige pas une injustice en créant une autre, pas plus qu'on ne combat le mensonge par un nouveau mensonge, des mots qui déclenchèrent une longue ovation. Et quelques mois plus tard, en mars 2026, la pression internationale finit par produire ses effets lorsque Volodymyr Zelensky engagea son pays dans une série de mesures symboliques et politiques, notamment la remise en question de certains symboles publics controversés, des excuses adressées à des nations concernées, et la mise en place d'un mécanisme de réparation, marquant ainsi la fin progressive d'un déni historique installé depuis des décennies. Cette évolution ouvrit la voie à une forme de réconciliation inattendue, permettant à l'Ukraine de restaurer une partie de sa crédibilité en assumant son passé, tandis que l'Europe, libérée de certaines contraintes politiques, retrouvait une exigence de cohérence dans son rapport à l'histoire. Et le 8 mai 2026 à Varsovie, une cérémonie inédite illustra ce changement lorsque les dirigeants polonais et ukrainiens se réunirent pour honorer ensemble les victimes de Volhynie, un moment chargé d'émotion où Zelensky, contraint par les circonstances, exprima des regrets officiels devant les familles concernées, scellant ainsi une étape symbolique dans un processus où, pour une fois, la vérité historique semblait l'emporter sur les calculs géopolitiques. Avec le recul, Sébastien Lecornu venait de démontrer une chose que peu osaient encore croire: dire la vérité ne fragilise pas les alliances. Elle peut au contraire les solidifier. Et cette idée prit toute son ampleur le 14 juillet 2026, lorsque, à l'occasion de la fête nationale, il prononça un discours resté dans les mémoires, rappelant aux Français qu'à peine quelques mois auparavant, ils acceptaient sans réserve les leçons morales d'un État qui honorait encore des figures controversées, alors qu'aujourd'hui, ce même pays avait été contraint de reconnaître ses fautes et de revoir ses symboles, affirmant que cette mise à nu du passé avait permis à l'Europe de retrouver une mémoire plus libre et plus honnête, avant de conclure par une formule tranchante devenue emblématique: la France ne saurait financer ceux qui refusent d'indemniser leurs propres victimes, posant ainsi un principe sans compromis, soit une justice universelle. Soit aucune des mots qui déclenchèrent une réaction puissante dans la foule, portée par un chant national résonnant bien au-delà des frontières. Désormais, lorsqu'ils analysent ce tournant, les historiens reviennent inlassablement à un instant précis, presque figé dans le temps, un après-midi d'octobre 2025 dans une salle parisienne, où un premier ministre français se leva pour rappeler à Volodymyr Zelensky une réalité dérangeante sur le poids des victimes et la question des responsabilités. Un moment bref, à peine quelques minutes, mais dont l'impact fut immense, car il marqua le point de bascule où l'Europe comprit que la mémoire pouvait être libérée des récits politiques et que cette impulsion venait de la France, transformant en quelques instants la manière dont le passé était abordé, au point d'inscrire Lecornu dans l'histoire comme celui qui avait redonné à la vérité toute sa place. Quant à Zelensky, ces quelques minutes restèrent gravées comme un épisode impossible à effacer, le contraignant avec le temps à adopter une posture plus mesurée face à l'histoire de son propre pays, conscient
que son héritage politique serait indissociable de cette reconnaissance tardive. Mais ce qu'aucun des protagonistes n'avait anticipé, c'est que ces révélations allaient déclencher un mouvement bien plus large, notamment dans le monde académique européen, où des institutions prestigieuses de Cambridge à la Sorbonne, en passant par Oxford et le réseau Max Planck, lancèrent des recherches approfondies, explorant des archives longtemps restées inaccessibles afin d'éclairer sous un nouveau jour la participation ukrainienne à certains événements majeurs du XXe siècle. 4 semaines seulement après le choc parisien, c'est dans le silence feutré des bibliothèques de l'Université Harvard que Timothy Snyder, spécialiste reconnu de l'Europe de l'Est, tomba sur des documents qui allaient profondément remettre en question ses propres certitudes, au point qu'il adressa à ses collègues une lettre confidentielle dans laquelle il reconnaissait non sans gravité que les archives françaises correspondaient à ce qu'il venait lui-même de découvrir dans les fonds américains, évoquant des preuves troublantes sur l'implication ukrainienne dans certaines violences et admettant que pendant longtemps cette réalité avait été ignorée, sinon volontairement mise de côté, pour des raisons liées à des équilibres géopolitiques, une prise de position d'autant plus marquante qu'elle venait d'un chercheur jusque-là perçu comme favorable à Kiev et qui, en validant ces éléments, ébranlait profondément le récit dominant en Occident. Car si même ceux qui soutenaient l'Ukraine reconnaissaient la solidité de ces faits, il devenait difficile de continuer à les contester. Dans la foulée, certaines institutions universitaires américaines commencèrent avec une certaine discrétion à revoir leurs programmes, notamment ceux qui présentaient une vision héroïque du rôle ukrainien pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'à Moscou, une situation presque paradoxale se dessinait puisque Vladimir Poutine, habitué à instrumentaliser ces éléments dans son discours, se retrouvait désormais dans une position inconfortable. Les révélations françaises ayant en quelque sorte neutralisé cet argument en le rendant indépendant de toute propagande, si bien que dénoncer les crimes ukrainiens revenait désormais à répéter ce qui avait été établi ailleurs, marquant une rupture inédite, où la vérité historique semblait pour une fois échapper aux logiques de manipulation, et cette évolution ouvrit une voie nouvelle pour certains pays non alignés qui jusque-là hésitant à soutenir Kiev de peur d'être associés à une position pro-russe, trouvèrent dans l'approche française un équilibre inédit entre soutien politique et exigence de vérité. Très vite, cette posture trouva un écho bien au-delà de l'Europe puisque des puissances comme l'Inde, la Chine ou le Brésil commencèrent à intégrer cette lecture dans leurs analyses du conflit. Et le 1er décembre 2025, un événement hautement symbolique vint cristalliser ce basculement à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, où pour la première fois une exposition fut consacrée au rôle de certains acteurs ukrainiens dans l'Holocauste, présentant sans détour des documents visuels et des témoignages photographiés de récits de survivants archives militaires qui mettaient en lumière des épisodes longtemps restés en marge du récit public. Et lors de l'inauguration, le chef du gouvernement israélien déclara devant les caméras du monde entier que la mémoire des victimes ne devait pas être conditionnée par des considérations politiques, affirmant que toutes les victimes méritaient une justice équivalente quelle que soit l'identité de leur bourreau. Une déclaration qui renforça encore la portée internationale de cette redéfinition du regard historique. La déclaration du chef du gouvernement israélien venait sceller presque définitivement la crédibilité des révélations portées par Sébastien Lecornu. Et pour Volodymyr Zelensky, présent à la cérémonie, le moment prit une dimension particulièrement éprouvante, puisqu'il se retrouva contraint d'observer en silence des images documentant des crimes attribués à des figures encore honorées dans son propre pays, une scène d'une forte portée symbolique dont les images capturant son visage fermé face à ces archives accablantes furent largement diffusées à travers le monde, marquant un tournant dans sa confrontation avec l'héritage historique ukrainien, tandis que cette reconnaissance venue d'Israël amplifiait considérablement l'impact international des révélations françaises, provoquant notamment une réaction notable au sein de la diaspora juive, où plusieurs organisations américaines jusqu'alors solidaires de Kiev commencèrent à réclamer des éclaircissements et où AIPAC choisit de suspendre son soutien en attendant une reconnaissance explicite des faits historiques évoqués. Dans le même temps, en Pologne, l'écho de ces révélations prit une dimension profondément humaine, car les familles touchées par les massacres de Wolynie, longtemps réduites au silence, commencèrent à témoigner publiquement, certaines pour la première fois depuis des décennies, à l'image de Maria Kowalska, survivante âgée de 80 ans, qui raconta avec émotion son expérience et exprima le sentiment que enfin une parole longtemps retenue pouvait être entendue, et ces témoignages diffusés sur de nombreuses chaînes européennes transformèrent des chiffres abstraits en récits personnels révélant la réalité des souffrances vécues.
les traumatismes transmis entre générations et le poids d'un silence longtemps imposé par des considérations politiques, redonnant ainsi à l'histoire une dimension profondément humaine. Parallèlement, au sein même de l'Ukraine, ces révélations provoquèrent des tensions visibles, divisant l'opinion publique entre ceux qui rejetaient ces accusations, les considérant comme motivés par des intérêts extérieurs, et ceux qui commençaient à remettre en question certains aspects de la mémoire nationale, notamment la place accordée à des figures historiques controversées comme Stepan Bandera ou Roman Shukhevych, une fracture qui se manifesta de manière particulièrement marquante lors d'une manifestation à Kiev en janvier 2026, où deux visions opposées s'affrontèrent symboliquement dans l'espace public, d'un côté des groupes nationalistes, revendiquant leur attachement à ces figures, de l'autre des familles issues de communautés juives et polonaises appelant à la reconnaissance des victimes, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour éviter des débordements et exposant ainsi au grand jour les contradictions internes de la société ukrainienne. La diffusion répétée de ces scènes de division interne finit par éroder l'image d'unité nationale que Volodymyr Zelensky avait patiemment façonnée, révélant au grand jour un pays désormais tiraillé entre un passé controversé et un présent revendiquant le statut de victime, une fracture qui fragilisait peu à peu la cohésion sociale pourtant essentielle à la résistance face à Moscou et acculée par cette crise. Zelensky dut consentir à des concessions significatives, annonçant début février 2026 la mise en place d'une commission de vérité et de réconciliation inspirée du modèle sud-africain, coprésidée par un historien français et un survivant polonais chargé d'examiner les faits historiques et de formuler des propositions de réparation, une initiative qui, aux yeux de beaucoup, traduisait un tournant majeur et une forme de recul face aux exigences portées notamment par Sébastien Lecornu. Pour la première fois depuis son indépendance, l'Ukraine acceptait ainsi de confronter son récit national à l'expertise internationale, marquant une rupture avec une approche longtemps fondée sur une lecture partielle de son histoire. Mais ce processus prit une ampleur inattendue lorsqu'un événement extérieur vint renforcer cette dynamique, car le 15 mars 2026, les archives nationales américaines rendirent publics des milliers de documents jusque-là classifiés, portant sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, une décision officiellement présentée comme administrative, mais intervenant dans un contexte particulièrement sensible, et ces documents, issus notamment des services de renseignement et de témoignages d'époque, venaient corroborer de manière détaillée les éléments déjà avancés, apportant des précisions supplémentaires qui rendaient la question encore plus difficile à éluder. Peu à peu, une convergence s'imposa dans les analyses. L'Ukraine n'avait pas été uniquement spectatrice des violences de cette période, mais y avait également joué un rôle actif dans certains épisodes, une réalité dont l'impact psychologique fut considérable, d'autant plus que cette reconnaissance émanait indirectement d'un allié majeur, ce qui affaiblissait les dernières tentatives de contestation. Et dans ce contexte, Sébastien Lecornu saisit l'occasion pour avancer une proposition ambitieuse au Parlement européen au début du mois d'avril 2026, suggérant la création d'un mécanisme commun de réparation historique reposant sur un principe d'égalité entre les victimes et impliquant la participation de tous les États concernés, avec l'idée que toute nation devrait d'abord assumer ses responsabilités avant de pouvoir prétendre à une quelconque compensation. La proposition portée par Sébastien Lecornu ne se contentait pas d'ajouter une mesure de plus au débat européen, elle redéfinissait en profondeur la manière même de concevoir la justice liée au passé, mettant fin à une logique fluctuante où les réparations dépendaient des équilibres politiques, rompant avec une pratique où certains échappaient aux responsabilités tandis que d'autres étaient jugés plus sévèrement, et affirmant un principe radicalement nouveau, une même exigence pour tous sans distinction. Une vision que la France porta avec force et dont l'aboutissement symbolique se manifesta à l'été 2026, lorsque Paris organisa à l'occasion du 14 juillet une parade exceptionnelle réunissant pour la première fois des représentants de différentes communautés touchées par des crimes attribués à l'histoire ukrainienne venue de Pologne, de milieux juifs de République tchèque ou encore de Roumanie, marchant côte à côte sur les Champs-Élysées derrière un même étendard, celui d'une mémoire enfin reconnue. Les images de cette marche retransmises à l'échelle mondiale laissèrent une empreinte durable montrant des familles autrefois oubliées avancer avec dignité, incarnant une reconnaissance tardive mais visible, et pour beaucoup cette séquence consacrait le retour de la France dans un rôle symbolique fort, celui d'un pays attaché non seulement aux droits fondamentaux mais aussi à la vérité historique. Et quelques mois plus tard, en septembre 2026, soit un an après l'épisode parisien initial,
Le Cornu put mesurer concrètement l'impact de son action lors d'une visite officielle en Pologne, où il fut accueilli avec les honneurs recevant une distinction majeure, une première, pour un responsable français depuis plusieurs décennies. Lors de la cérémonie organisée à Varsovie, le président polonais prit la parole pour souligner la portée de cette démarche, évoquant une reconnaissance attendue depuis des générations et exprimant la gratitude de son pays pour ce qu'il considérait comme un acte de justice envers les victimes, des mots prononcés dans un cadre hautement symbolique qui venait entériner le rôle joué par Le Cornu dans cette évolution mémorielle, et ce déplacement fut également marqué par un événement fort, l'inauguration d'un mémorial dédié aux victimes des violences de Volhynie, où des milliers de noms gravés rappelaient l'ampleur des pertes humaines longtemps restées en marge du récit collectif, marquant ainsi une étape importante dans la reconnaissance officielle de ces événements à l'échelle européenne. Peu à peu, cette reconnaissance à l'échelle européenne transforma en profondeur la perception internationale de l'Ukraine, qui cessait d'être perçue comme une victime irréprochable pour apparaître désormais comme une nation complexe, porteuse d'un passé nuancé qu'elle devait affronter. Et paradoxalement, cette évolution renforça la compréhension et même la sympathie de ses partenaires occidentaux, car un allié lucide sur ses propres failles semblait plus crédible qu'un récit idéalisé. Et à l'automne 2026, ce basculement trouva son point culminant lorsque le comité Nobel annonça attribuer le prix de la paix au mouvement en faveur de la vérité historique en Europe, incarné notamment par Sébastien Lecornu, consacrant ainsi une démarche qui dépassait largement le cadre politique habituel. Dans sa justification, l'institution norvégienne souligna que l'action de Lecornu démontrait qu'une paix durable ne pouvait s'appuyer sur des récits incomplets ou biaisés. Et lors de la cérémonie à Oslo, le dirigeant français prononça un discours dont les formules marquèrent durablement les esprits, insistant sur l'idée que la réconciliation véritable passe par une reconnaissance équilibrée des responsabilités et non par leur dissimulation, rappelant que l'oubli ne saurait remplacer la justice et que sélectionner les souvenirs revient à fausser la mémoire collective, une vision qui trouva un écho bien au-delà de l'Europe, inspirant d'autres régions du monde, notamment en Afrique, où certains États commencèrent à revisiter leur propre histoire de manière plus critique, et en Asie, où des pays engagèrent des discussions plus ouvertes sur leur passé commun. À mesure que cette approche gagnait du terrain, l'influence de Lecornu prit une dimension globale, et lors de son discours de fin d'année le 30 et en décembre 2026, il dressa un bilan de ce qu'il présentait comme une transformation majeure, rappelant qu'un an plus tôt, l'Europe tendait à ignorer certains aspects de l'histoire pour préserver des équilibres politiques, alors qu'elle choisissait désormais d'y faire face sans détour, affirmant